On existe depuis 1997. Donc notre cœur de métier, c'est de fabriquer des pièces, des prototypes, des maquettes ou des pièces en petite série pour l'industrie en règle générale. Ça peut être l'automobile, le médical, le design. Voilà, les applications sont assez variées. En règle générale, le point commun dans tout ça, c'est l'innovation. Nos clients sont avant tout des innovateurs. Ils vont inventer, je sais pas, on a des clients comme Parrot pour des petits drones, des clients comme WeThink pour des choses connectées, beaucoup dans l'automobile aussi. Donc toutes ces innovations font qu'à un moment donné, ils ont besoin de concrétiser leur projet, d'avoir des maquettes, pouvoir faire des photos de catalogue, pour des catalogues, pouvoir organiser des réunions marketing, avoir des prises de décision au sujet d'un produit. Je ne sais pas si on fait la future bouteille Perrier ou Orangina. Est-ce que c'est beau? Est-ce que l'ergonomie est bonne? Voilà, donc c'est toutes ces questions qui sont posées, questions auxquelles nous on essaie de répondre en fabriquant de manière physique des prototypes. Alors, nos innovations, à nous, elles sont un petit peu différentes de celles de nos clients qui, eux, innovent vraiment par de la création. Nous, on innove plutôt dans le service, mais c'est une méthode d'innovation à part entière. Si on doit citer un point clé qui a été un petit peu, depuis la création d'AirPro, un fil conducteur, on était en 2001 les premiers au monde à acheter une imprimante 3D qui permettait à l'époque, et qui permet toujours, de faire de la fabrication, donc de l'impression 3D en haute définition. Et ça nous a ouvert un nombre très important de portes et de grands comptes. C'est comme ça, par exemple, qu'on est rentré chez Renault Design, et on travaille d'ailleurs toujours pour eux depuis ce moment-là. Je dirais que l'innovation, c'est toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Voilà, c'est de se dire qu'est-ce que vont avoir besoin les utilisateurs qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut un maximum s'ouvrir l'esprit, il faut se mettre aucune œillère, il faut avoir du temps et de se dire j'ai le droit de délirer. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne vous interdisez rien, vous pouvez commencer à innover. Parce qu'à partir du moment où on s'interdit quelque chose, où on se dit « Oh non, ça c'est pas possible », l'innovation finalement elle n'existera pas parce que c'est justement l'impossible qui doit devenir possible et qui fait que c'est de l'innovation. Voilà, pour moi c'est ça. Oui, il y a un vieil adage, je ne sais plus qui a dit ça, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc je suis assez d'accord avec ce que vous dites. L'innovation, je pense aussi, pour être peut-être assez pragmatique, passe beaucoup, en tout cas de notre point de vue, par la veille technologique. Encore une fois, on est dans une innovation de service, mais quand vous prenez aujourd'hui les gens, alors il y a une grosse part d'innovation, je trouve, qui aujourd'hui est dans le numérique. Vous prenez des gens comme BlaBlaCar, comme Uber, je ne sais pas si même on remonte à iTunes. iTunes, ils n'ont pas inventé la musique, hein. BlaBlaCar ou Uber n'ont pas inventé des voitures, mais pourtant ils ont révolutionné l'usage de ces objets et ça devient des applications qui sont juste formidables avec un business model incroyable. Voilà, l'innovation passe pour moi, à mon sens, beaucoup par la veille technologique. Eh bien, d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait dès le départ, hein, puisque vous m'aviez raconté qu'il y a déjà un certain temps de cela, vous aviez vous-même, lors d'un stage de fin d'études, me semble-t-il, observé, peut-être que vous pouvez... Oui, j'avais vu la première imprimante 3D qu'il y avait en France, qui était à l'époque à l'aérospatiale à Châtillon. Donc voilà, c'était assez extraordinaire, c'était en 91, de voir cette machine qui imprimait dans une résine jaune avec c'était assez long à l'époque, mais qui permettait d'obtenir des objets directement en 3D à partir de fichiers. Donc le bureau d'études à l'époque de l'aérospatiale de Châtillon était assez friand déjà de cette technologie qui permet de réduire vraiment les temps de conception. Parfois il faut du temps au temps parce que ça n'est finalement qu'une vingtaine d'années après que effectivement tout ce qui est fabrication additive a été porté devant la scène en fait. Hein, puisque... Oui, alors la première, on dit souvent depuis quelques années que l'impression 3D c'est une révolution. Alors la première société de service qui, comme nous, faisait de la fabrication additive existait en 1967. Les premiers cas les premiers articles, les premiers
Les premières interventions télévisées sur la fabrication additive datent de 1964. Donc la révolution, elle était dans les années 60-70, et puis depuis, ce sont tout un tas d'évolutions, plus géniales les unes que les autres, mais voilà, ce sont plus pour moi des évolutions. Moi, je voudrais ajouter que je suis en même temps enseignant à Dauphine en stratégie, donc ça fait depuis 4 ans que je suis très assidu de livres de professeurs américains et d'auteurs et de Harvard Business Review, de MIT, donc je les lis tout le temps et fréquemment. Et j'ai eu en 2015 la chance d'aller enseigner à USF, qui est la fac d'État. Dauphine collabore avec une autre fac d'État, qui n'est pas Stanford ni Berkeley, qui s'appelle l'Université de San Francisco. Et donc il y avait beaucoup d'intervenants comme moi, enfin il y a eu beaucoup d'échanges. Et la première chose qui nous différencie, nous Français, des Américains, c'est que nous on pense innovation produit, et eux ils pensent innovation interface client. Donc je rebondis sur ce que vous dites. Ce qu'on voit comme grosse innovation en ce moment, c'est pas tellement des innovations produits, c'est des innovations sur l'interface client. Pour avoir visité Apple et d'autres, vous vous rendez compte que c'est en fait des grands immobilistes aujourd'hui. Vous avez tous été témoins que depuis 1 an, il y a une somme d'intervenants qui prédit la mort d'Apple parce qu'il n'y a plus Jobs, parce qu'il n'y a plus d'innovation, et que Tim Cook aurait la vue basse, etc. Et ils ont présenté, il y a 3 semaines, les meilleurs résultats de leur histoire. Tout ça parce que finalement, j'ai choisi une technique un peu de poil à gratter ici, les humains sont des gens d'habitude. Donc l'innovation comporte un nombre de risques considérables d'investissement et de changement d'habitude, je pense que... donc un nombre d'échecs. Et les boîtes américaines, j'avais un collègue qui venait d'Harley Davidson, j'avais un collègue qui venait d'Apple, disait « on ne change rien ». Regardez, je vais vous interpeller, vos comportements d'achat de supermarchés, de vêtements, de voitures, sont finalement assez routiniers, et c'est ce que les Américains ont compris, c'est-à-dire qu'ils donnent plutôt la priorité à l'innovation. Je pense à Coca-Cola, qui a complètement raté le New Coke pour avoir eu cette folie de changer la recette. Je pense à Windows 8, qui a supprimé le bouton Start, croyant que c'était innovation, et qui a vite dû refaire Windows 10 et de remettre le bouton Start. Je pense à Harley Davidson, dont la vibration est finalement un défaut de Vibrequin, et que quand ils ont voulu le supprimer, plus personne n'aimait ces motos-là. Donc, on est un peu en France sur la dictature de l'innovation produit, je pense, et on veut changer pour changer, parce qu'à un moment, la phobie nous prend de changer le produit, et donc on met des budgets très importants dans le produit, sans comprendre que ce qui est important, c'est de créer des habitudes d'achat. Et vous regardez Cornflakes, vous regardez Ovomaltine, vous regardez... J'ai une ancienne étudiante chez Milka, brillante de master, qui est chef de produit des tablettes noisettes, et Milka innove. Quand vous voyez leurs rayons au supermarché partout, ils font du chocolat blanc dedans, ils changent les formes, ils mettent du croustillant, ils mettent plein de choses. Et quand je lui demande le chiffre d'affaires où il vient, elle me dit c'est encore la bonne vieille tablette avec la grosse noisette carrée qui fait 70% des ventes. Ces grosses entreprises, contrairement à nous qui sommes PME très innovants produits, eux développent leur budget sur l'interface client, la pub, le marketing, ce qui est pour nous vulgaire. Très clairement, je pense qu'en France, on n'aime pas le marketing, on n'aime pas la vente, on n'aime pas la commercialisation, et les Américains, Apple a plus de budget de marketing que de masse salariale, il faut quand même le comprendre. C'est pareil pour Google, je vais arrêter là, mais ce que je veux juste introduire, c'est un peu mon cours de stratégie, c'est qu'en France, il faut qu'on commence à considérer l'innovation sous l'angle de la vente, et pas sous l'angle de faire du produit, de changer le produit, parce qu'on prend trop de risques. Et j'arrête là. Ouais, je pense exactement. Ah oui, non, parce que c'est rigolo, j'arrive exactement à la même conclusion. Nous, c'est qu'aujourd'hui en France, on sait innover, mais je crois qu'on ne sait pas vendre, ou pas assez bien. Et effectivement, je pense qu'on a quelques leçons à prendre au niveau des États-Unis qui, eux, sont à fond dans le marketing. Ils ont peut-être un produit qui n'est pas extraordinaire et c'est toujours le même qu'ils vont recycler, mais ils vont le présenter différemment. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai remis en question et j'ai mis du budget sur le marketing. Parce que je sais que c'est ça qui fera la différence. Parce que mon produit, il est très bon, il a toujours été bon et je pense qu'il sera toujours le même. Mais le problème, c'est qu'il faut donner confiance aux gens. C'est-à-dire quand vous voyez des centaines de personnes qui passent sur un salon, il faut leur en mettre plein la vue, il faut leur faire un feu d'artifice pour qu'eux, ils se disent « Waouh, c'est le meilleur produit du monde ». Et c'est toujours le même.
Mais le problème, c'est que si vous leur en mettez pas plein la vue, eh ben, vous les attirerez pas et ils le sauront pas. Donc le budget marketing, je pense que c'est hyper important, effectivement. Mais c'est dans un deuxième temps, je pense. Voilà. En premier, on innove. En deux, on est sûr du produit, il fonctionne. En trois, on investit dans le marketing. Alors, ceci étant, on a le droit d'innover dans le marketing aussi. Hein. Donc voilà, l'innovation étant multiforme, effectivement, d'ailleurs, vous aviez parlé aussi d'innovation dans le management. Vous avez, Alors, c'est vrai que quand j'en discute, beaucoup de gens disent « si, tu fais de l'innovation au niveau du management ». Bon, après, j'ai pas l'impression d'utiliser des recettes absolument miraculeuses, mais en tout cas, bon, j'ai revu effectivement ma façon complète de revoir comment travailler avec mes collaborateurs. Déjà, je considère que ce ne sont pas mes employés, mais mes collaborateurs. J'ai mis en place, il y a très longtemps, ce qu'on appelle l'intéressement, parce que j'ai considéré, et je leur explique qu'effectivement, si on y arrive, c'est pas que grâce à moi, c'est pas que grâce à l'employeur, c'est grâce à toute l'équipe. Quand en fin d'année, on doit délimiter le chiffre d'affaires et les objectifs de l'année d'après, je le fais jamais toute seule, je le fais avec eux, on fait des paris. Celui qui est le plus près du chiffre d'affaires gagne des bouteilles de champagne qu'on partage tous ensemble. Enfin voilà, le but du jeu, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent avec moi soient des piliers en fait, et de leur montrer l'importance qu'ils peuvent avoir au niveau de la structure. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de dire, je suis entourée de gens qui pensent à tout pour que je ne pense à rien pour pouvoir innover. Parce que pour pouvoir innover, il faut avoir l'esprit libre et heureusement qu'eux pensent à tout pour que moi je puisse penser qu'à innover. Est-ce que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit là, sur l'innovation, le marketing, etc. Oui, nous par exemple, depuis peut-être, c'est assez récent, je pense 3-4 ans, on ne faisait pas spécialement de communication ni de marketing, mais effectivement, même si vous avez un bon produit, enfin ça je suis très d'accord avec vous, les Américains ont souvent des mauvais produits mais ils savent bien le vendre. Alors quand on a un bon produit, il faudrait vraiment être stupide pour pas essayer de le promouvoir. Donc, et puis les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'on peut bien évidemment plus passer à côté. Donc voilà, on est obligé d'avoir des sites, de tweeter, de relayer l'information via les réseaux sociaux. C'est une chose importante aussi. C'est le complément de l'innovation sûrement. Très bien. Alors je vais passer la parole à Yann Serrault avec justement cette vision à la fois lien avec l'entreprise, mais aussi lien avec l'enseignement supérieur. Peut-être moi sur plan d'expérience plus personnel, ce qui me frappe, c'est que l'innovation, elle vaut souvent pour une situation donnée. Je pense au nombre de fois où j'ai eu des personnes qui venaient me dire « Ah, on a innové, on a trouvé ça », et puis la personne d'à côté, elle le faisait déjà depuis 10 ans dans son organisation ou dans son domaine. En fait, l'innovation, elle vaut pour des gens qui ne connaissaient pas cette nouveauté. Et je pense que l'intérêt, c'est peut-être ce que vous disiez, madame, c'est on demandait à l'extérieur, on vous demande des choses, et ça vous pousse finalement à apporter des nouveautés, parce qu'il y a une demande, c'est nouveau pour ces gens-là, ou c'est nouveau pour vous. Et donc je pense que l'innovation, finalement, elle vaut à un instant donné. Puis une fois que les personnes ont digéré l'innovation, c'est plus une innovation, ça fait partie des choses qui sont intégrées. Donc je pense que c'est un élément aussi de chercher des endroits où c'est nouveau pour quelqu'un, où c'est nouveau pour apporter, satisfaire un besoin différent. C'est une de mes collègues qui dit il faut bien distinguer l'invention et l'innovation. L'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché, mais il faut bien les deux, à la fois quelque chose de nouveau et puis le marché qui se met en face. Et puis peut-être troisième point auquel je pensais par rapport à votre remarque toujours aussi sur quand les gens disent c'est pas possible, c'est vrai que la phrase clé quand même qui fait avancer, c'est comment faire pour, au lieu de se dire quelles sont les raisons pour lesquelles ça peut pas marcher, c'est de mettre en avant le comment on fait pour arriver à faire ça. Et je pense que cette phrase, on voit bien le positionnement différent de certains dirigeants qui sont toujours en train de réfléchir à comment on va faire pour, et d'autres personnes qui ne vont pas peut-être oser se lancer parce qu'elles ne sont pas dans cette comment on va faire, mais plutôt il y a tout ça qui empêche de faire. Alors, quand on est dirigeant d'entreprise, on est certes soi-même avec sa vision de dirigeant, mais aussi avec ses équipes. Alors, pour revenir au thème plus spécifique, effectivement,
effectivement des compétences pour innover. Qui veut commencer sur justement quel est votre regard sur les compétences de vos équipes, comment accroître les compétences, où aller les chercher, comment vous appuyez sur quel type de compétences, peut-être pas que dans votre entreprise. Je vais séparer vraiment deux innovations, l'innovation produit et l'innovation vente. Parce que ma certitude absolue de mon expérience d'enseignant à San Francisco et de Silicon Valley, c'est que l'avenir est l'interface client, c'est pas le produit. Pourquoi? Parce que le produit est copiable. Si un Chinois invente, n'importe qui, un Allemand, une méthode pour imprimer plus vite ou fermer votre sac plus vite, je pense que vous achèterez très vite le produit et vous saurez copier ce truc-là très vite. Donc tout ce qui est innovation produit n'a plus de valeur parce qu'elle est copiable aujourd'hui extrêmement rapidement, duplicable et fabricable moins cher. Donc mon thème, vraiment, c'est que la vraie valeur réside dans votre connaissance du client et dans la connaissance qu'il a de vous. Et ce qui m'impressionne en ce moment de plus en plus, c'est donc, pour moi, le gros thème d'innovation, ça doit être l'interface digitale de vente. Vous avez des sites web qui arrivent à donner des vidéos, qui arrivent à simuler des choses, qui arrivent maintenant à des puissances de processeurs. Un iPhone 7 a un processeur Intel. Les gens ne savent pas tellement ce que ça veut dire, mais ça donne... La Silicon Valley prépare les interfaces clients de l'avenir en donnant de la vitesse, des écrans de plus en plus précis, pour donner une expérience client extrêmement forte qui va remplacer les équipes de vente. On le voit déjà sur des sociétés comme Bookings, on le voit, je pense qu'on ne voit plus dans les agences de voyage réserver un train, quelque chose comme ça. On ne réserve plus sa chambre d'hôtel physiquement par un commercial. On achète des boîtes comme Make.com. On achète maintenant son mobilier, ses lits, ses armoires en digital. Et donc, l'intermédiation est pour moi condamnée à disparaître. J'ai une amie chez Renault qui a fait le film que vous voyez en ce moment à la télé, de la Clio qui passe, qui me dit qu'ils sont en train de se poser la question des concessions. Ça coûte des milliards d'euros chez Renault-Nissan d'avoir des concessions. C'est très compliqué de former les vendeurs, ils ont oublié la plaquette, ils ont oublié le produit, ils ne connaissent pas les options, ils ne connaissent pas le prix. Une interface digitale vous donne le compris tout le temps avec le film qui va bien, les essais de presse qui vont bien, la possibilité de le commander, même de vous chiffrer la reprise de votre voiture, sans que Renault ait à supporter les loyers physiques, les stocks, les problèmes RH que peuvent avoir une interface physique. Et ça, c'est ce qui est en train de, avec Blablacar, avec tout ce qui arrive, la clé est vraiment digitale parce que en digital, vous touchez 7 milliards de gens instantanément, H24. C'est ça la vraie force, c'est pas le produit, c'est créer votre marque. Et on le voit bien, je vais essayer d'être rapide, les grosses sociétés, vous en parliez, qui font des gros profits, sont des sociétés de produits assez banals, Danone, Cornflakes, Milka, Harley-Davidson, des boîtes de voitures, il n'y a pas encore de révolution, qui sont finalement ce qu'on appelle des consumer powerhouse. Des boîtes comme Apple également ont des budgets de marketing énormes, donc pour moi à l'avenir, les compétences vont être des compétences de fabriquer des sites, des simulateurs digitaux pour faire venir les clients vers vous et non pas que vous ayez à les chercher. Voilà. Et donc concrètement, par exemple dans votre entreprise, pour justement mettre en place ces interfaces digitales, etc., est-ce que ce sont des compétences qui existent déjà en interne ou vous appuyez sur d'autres sociétés, votre écosystème, vous faites appel ponctuellement? Moi, la révolution chez Trilogic est très forte puisque j'ai quitté mes fonctions de PDG opérationnel de la boîte physique pour devenir patron de Graphite Systems, qui est donc l'interface digitale qu'on fabrique à Londres. Alors comment on a fait? On a loué des bureaux à Londres où il y a des programmeurs sur des techniques WebGL de simulation. On les a mis dans un bureau et on est en train de fabriquer un simulateur utilisant la technique de configuration par Internet qu'utilise Stilco.com si vous y allez. C'est-à-dire fabriquer son propre objet sur Internet. Et on a donc recruté en contrat des ingénieurs, des programmeurs finalement, avec des designers web, des gens comme ça, pour un projet qui durera 1 an et qui coûtera 1 million d'euros. Tout en extérieur, qui arrivera en juillet 2017, septembre 2017. Et j'y crois tellement que je me consacre là-dessus. Je ne m'occupe plus du tout du Trilogic physique. C'est-à-dire usine, management classique. J'ai laissé ça à un collègue anglais très bon, plus doué que moi pour ça. Mais le cœur n'est plus pour moi dans l'usine, n'est plus dans le produit. Il est vraiment dans les méthodes de vente. C'est peut-être un peu forcé, mais c'est ce qu'on pense. Et c'est ce que la Silicon Valley montre quand même.
Alors on va peut-être revenir à la matière, donc notamment la fabrication additive justement. Est-ce que en termes de compétences, il y a des compétences que vous recherchez, que vous faites développer en interne, ou au contraire vous vous appuyez sur des compétences externes? Comment vous... Alors je dirais que c'est un petit peu un mélange de tout ça. On a d'abord beaucoup d'expérience, donc quand on recrute des jeunes, aujourd'hui on essaye de plus miser sur un état d'esprit que vraiment sur des compétences, parce qu'on peut toujours faire apporter des compétences, on peut faire monter les gens en compétences, mais s'ils n'ont pas vraiment l'esprit d'équipe, s'ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, alors on n'a pas trop envie de parier sur eux. Donc voilà, parmi les dernières recrues que je crois qu'on a chez nous, c'est un docteur en matériaux qui a fait sa thèse sur la fabrication additive, donc ça nous permet aussi d'avoir des compétences fortes, peut-être un petit peu plus macro que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est important pour nous. Et puis les partenaires aussi, qui sont des gens qu'on privilégie. Dans la fabrication additive métallique, il y a beaucoup d'essor sur l'optimisation topologique, qui est une manière de reconcevoir les pièces. L'aéronautique est très demandeuse de pièces plus légères. Donc pour ce faire, on a des moyens de calcul très complexes, qui se cachent derrière ce nom un peu pompeux d'optimisation topologique. Et pour faire ça, on a choisi non pas d'intégrer ces compétences en interne, mais de faire appel à un partenaire extérieur qui s'appelle Socaris, et qui nous suit depuis quelques années, et avec qui on travaille vraiment conjointement sur des projets parfois très complexes, notamment pour Safran, où il nous accompagne. Je prends toujours cet exemple, la structure lattice la plus connue, c'est la tour Eiffel. Vous pourriez très bien imaginer qu'elle soit pleine, et là elle est discrétisée en tout un tas d'éléments architecturaux. On vient souvent nous voir avec une tour Eiffel pleine, qui a une certaine masse, et nous on propose la tour Eiffel telle que vous la voyez ici à Paris, pour prendre une image un petit peu légère. C'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est ce qu'on propose, donc d'optimiser la pièce. On part effectivement de quelque chose d'assez massif pour aller vers quelque chose de très travaillé, et en même temps pour tirer vraiment toute la quintessence de la fabrication additive, qui permet de faire des formes qu'on ne peut pas obtenir avec des outils traditionnels que sont l'usinage, le moulage, le forgeage, etc. Alors vous parlez effectivement d'usinage, alors ça parle beaucoup à la représentation métallurgie. Voilà. Vous m'aviez évoqué des compétences en reprise d'usinage, parce que vous avez quand même des besoins dans ce domaine-là? Oui, alors ça peut paraître d'ailleurs surprenant comme innovation, mais oui, on a innové en achetant des centres d'usinage qui sont quand même pas des machines très technologiquement très nouvelles, mais simplement si on veut faire des pièces en fabrication additive métallique, il y a souvent beaucoup de parachèvement, de post-traitement, et l'usinage est incontournable aujourd'hui si on veut vraiment aller jusqu'au bout d'une prestation de fabrication additive métallique, pour notamment livrer des pièces sur lesquelles on va pouvoir monter par exemple des roulements. La précision des machines ne permet pas de pouvoir monter un roulement dans un logement directement, il faut derrière faire des reprises d'usinage. Donc l'innovation pour nous, elle passe par un service global où on est capable de faire la réingénierie du concept du client via de l'Optime Topo, de fabriquer avec des machines très innovantes. On en a 2 maintenant qui sont des machines qui ont 4 lasers par exemple, au lieu d'une machine de fabrication additive traditionnelle, un bac qui fait à peu près 250 au cube et un laser. Nous on a 2 machines qui font le double de capacité et qui ont 4 lasers, donc des machines beaucoup plus productives. Et puis derrière on fait tout ce qui est traitement thermique et usinage. Donc voilà, le package global nous permet de nous différencier par rapport à certains concurrents par exemple. Un bon salaire, une bonne retraite et quelque chose de chapeau. Or, ça n'arrivera pas. Avec ce qui se passe en ce moment en digitalisation, les structures vont s'aplanir énormément parce que la concurrence est telle qu'on ne peut pas avoir de surcoût de structure et de surcoût d'usine et de surcoût de... C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc, il va falloir que les étudiants deviennent des conquérants quand même. Alors, je ne dis pas des fous furieux de la vente, mais quand même des étudiants axés vers la commercialisation, axés vers des projets
pas forcément technico-compliqués, mais des produits simples qui peuvent se vendre, des étudiants autonomes, surtout, c'est-à-dire des gens qui n'espèrent pas avoir un chef, un autre chef, un surchef, et vivre leur vie dans une bureaucratie. Et malheureusement, à ma grande surprise, et mes courses se sont terminées il y a encore 2 mois, c'est encore les classes que j'ai. Donc je crois qu'il faut leur retirer, je ne sais pas si c'est typique à Dauphine, à San Francisco j'ai vu un esprit différent. Les étudiants que j'avais étaient déjà beaucoup plus asiatiques, et ce sont des vrais concurrents. Donc en France, il faut qu'on arrive à avoir des jeunes qui comprennent que la bataille est quand même extrêmement compliquée. On est copié, surcopié, recopié, et qu'il faut des gens autonomes, adeptes des organisations plates, et pas du tout dans la mentalité qu'on a beaucoup trop en France, à mon avis. Oui, j'adhère complètement. Bon, voilà, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à être un petit peu, pas désabusée, mais bon, pas inquiète non plus. Voilà, je pense que les étudiants aujourd'hui ont énormément d'idées, ça c'est certain. Ils sont certainement très doués, ils peuvent apporter beaucoup de choses, mais effectivement, ils sont plus que maternés, mais c'est vraiment du maternage, quoi. Et le problème, c'est que c'est quand on leur demande une petite responsabilité, c'est compliqué. Il faut que les choses aillent très très vite, donc ils sortent de l'école, on leur dit mais attends, t'es un super ingénieur, donc eux effectivement se disent attends, j'ai un gros chèque, et puis voilà. Je pense qu'ils ont un peu de mal à trouver le lien entre les bancs de l'école et l'entreprise. Voilà, c'est pas du tout le même monde. C'est effectivement, bon, c'est pas non plus la guerre, c'est pas le problème, mais c'est pas du maternage non plus, quoi. Voilà, et c'est où là j'ai un petit peu de mal, c'est que je suis un petit peu déçue par ce côté-là où j'ai pas la réactivité. Heureusement que les profs étaient là, c'est-à-dire qu'on sent que par contre les enseignants essayent de les tirer vers le haut, font tout pour les motiver, etc. Mais c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Oui, donc développer sa créativité, développer son intérêt pour... Son intérêt, son investissement, ouais, qu'il soit un petit peu plus au contact. C'est-à-dire que les cours, derrière un pupitre, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup mieux quand on est derrière une machine et qu'on lui dit, ben voilà, maintenant tu dois faire rentrer ça là-dedans. Voilà, comme il y avait dans le fameux film, voilà, enfin c'est... et en plus, je suis persuadée que ça les passionnerait. Mais c'est pas peut-être toujours ce qu'on peut leur offrir. Voilà. Donc un peu plus de terrain. Cyril Vu, sur le message que... Non, moi je suis pas... Moi je trouve que alors, encore une fois, voilà, ça dépend à quel niveau on se positionne. Mais je trouve qu'on a des instituts de formation en France qui sont extraordinaires. On a des écoles d'ingénieurs qui sont parmi les plus réputées du monde entier. On a des élèves, ça dépend peut-être aussi de leur parcours. Ceux qui sont un petit peu maternés, c'est peut-être parce qu'ils sont restés, j'en sais pas, dans un mode d'éducation peut-être un petit peu particulier, mais les étudiants sont mobiles, beaucoup font des projets Erasmus. Moi j'ai intégré là récemment deux jeunes ingés qui sont devenus très rapidement autonomes. Je les ai pas maternés. Donc non, je parle... Comment ? Ni paterné. Ni paterné, voilà. Donc voilà, je ne partage pas tout à fait cette position. Non, je pense que former aujourd'hui, c'est compliqué. Si on doit peut-être faire passer un message, voilà, l'anglais est souvent un problème. J'ai des enfants qui sont au collège, on a avancé d'une année l'enseignement de la seconde langue, alors que en première langue, ils sont toujours aussi nuls par rapport à mon époque. Je crois que rien n'a changé. Et pourtant, aujourd'hui, si on veut revenir à l'innovation, l'anglais est forcément juste indispensable. Et je crois qu'on ne met pas assez l'accent sur l'anglais, même encore aujourd'hui. Même sans l'innovation, je pense. Aujourd'hui, l'anglais est indispensable. Oui, c'est ce que je dirais sur l'innovation. Dès qu'on veut se documenter, c'est forcément en anglais. On parlait des revues. La synthèse peut être faite de la manière suivante. Quand vous prenez une classe de Dauphine, mais on va parler, puisqu'on est en France, on va parler d'une classe de Dauphine, vous avez en effet, sur 25, 3-4 brillants, vous avez une grande majorité très intéressée par le cours, on va dire une quinzaine,
Et puis une dernière partie qui comme c'est les bons élèves qui sont tout à fait... qui captent les choses, mais qui sont assez passifs et qui attendent avant tout une structure, une organisation. Donc ça dépend. Cette année, j'ai une classe d'allemand très bonne. L'année dernière, pas du tout. L'année dernière, j'avais des Indiens très bons, cette année, pas du tout. Donc il n'y a pas de nationalité là-dedans. C'est, je pense, à part vraiment à San Francisco, où vous tombez voilà, dans les classes d'asiatiques super ambitieux, des gens qui viennent aux États-Unis, qui payent très cher leurs études. Peut-être qu'en France, on ne paye pas assez cher nos études, j'en suis même absolument certain, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc payer 8 000 € à Dauphine quand on paye 50 000 à l'USF, évidemment, on n'a pas la sensation de devoir travailler à Dauphine, vu que c'est pas très cher. À USF, quand on paye 50 000 $, je peux vous dire qu'ils sont là pour bosser et pour apprendre et d'être proactifs. Donc, un des défauts, à mon avis, du système français, c'est qu'il est gratuit. C'est un énorme tabou à Dauphine, quand je le dis très fort, c'est inconcevable, l'éducation c'est gratuit. Le problème de la gratuité, c'est la perception de nos valeurs. Et je crois honnêtement que pour notre système éducatif et pour eux-mêmes, il faut que ça devienne payant. C'est-à-dire qu'il y ait une contrepartie à l'éducation et que quand on paye quelque chose, ils bossent un peu plus que la gratuité, qui est une forme d'assistanat éducative très française et qui n'est pas, à mon avis, coordonnée à la compétition internationale qu'on va avoir, je pense, de plus en plus. Alors, Yann Zéro, justement, qui est en lien étroit avec l'enseignement supérieur, ça peut être l'occasion de dire justement par rapport à des jeunes qui peuvent parfois avoir du mal à s'intéresser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations pédagogiques aussi qui voilà, moi je suis dans un environnement dans lequel je suis témoin d'un certain nombre d'innovations pédagogiques et alors encore une fois avec le terme innovation, pour certaines structures, l'innovation est déjà ancienne et plus récente pour d'autres, mais je crois qu'il y a... Je ne suis pas sûr que ce soit que l'argent qui fasse la valeur, c'est aussi le sens que l'on donne aux choses et la façon de mettre en œuvre mettre en situation les étudiants. Alors, quand on voit tout le développement qu'il y a en ce moment de l'alternance et qui permet de faire le lien entre les situations professionnelles et les compétences, les connaissances, on s'approche de la mise en situation et je pense qu'on a des jeunes qui trouvent du sens dans ces situations-là. Je pense aussi que tout le monde n'apprend pas de la même façon et qu'il y a des personnes qui peuvent apprendre dans un grand amphi et qui ont un mode d'apprentissage où ils peuvent recevoir un tas de connaissances et les transposer. D'autres ont besoin d'abord de se frotter à la réalité pour aller chercher les connaissances qui vont être utiles. Et on s'aperçoit souvent qu'en partant de l'implication et de la confrontation aux situations, si on regarde un peu sur les neurosciences, c'est des choses un peu qui se mettent en valeur. Hein. L'engagement suscite des retours émotionnels qui vont permettre de développer aussi la mémoire, l'intuition, et qui vont renforcer après la compétence dans le temps. Je suis salarié du CESI. Au CESI, toute l'école d'ingénieurs est en train de basculer en apprentissage par projet, c'est-à-dire que dans la formation, les jeunes vont être mis de projet en projet. Et c'est en travaillant sur ces projets qu'ils vont aller chercher les connaissances nécessaires à la réalisation du projet. Et en finale, donc, tout ce canevas de projet permet de couvrir le champ des compétences pour nous de l'ingénieur CESI. Et donc d'avoir des gens qui vont sortir à la fin de leur formation, à la fois avec des alternances en entreprise et puis en centre de formation, la conduite de projet, avec le développement aussi de compétences transversales qui sont l'animation de réunion, la concertation, le travail d'équipe. Voilà, et ça je suis témoin aussi d'autres, chez des confrères aussi de type de pédagogie qui essaient de se mettre en place du côté de l'alternance ou de choses de ce type-là. Donc ça se fait pas, enfin il y a aussi des habitudes à changer, il y a aussi du changement en cours, mais aussi de l'innovation un peu dans l'enseignement supérieur. Et j'espère que vous pouvez en être témoin de votre côté en ayant justement ces jeunes. En tout cas, l'idée c'est quand même de les préparer au métier et aussi de leur donner du sens au métier et à ce qu'ils ont à apprendre pour pouvoir le mettre en œuvre après dans vos entreprises. Effectivement, je témoigne qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens et qu'on en parle pas mal en ce moment, tant mieux. Est-ce qu'un dernier mot pour conclure? Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose? Sinon on va arrêter la table ronde à ce moment-là, avant de passer...